RCN. Le son de la différence. Salut tout le monde et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7 et c'est enfin l'heure de la revue critique, comme l'annonce à chaque fois cette musique de Rocky Balboa, le morceau de Bill Conti. Et avec moi j'ai Antoine, comment tu vas, 8ème merveille du monde? Nickel Chrome, chef. Chrome, super Chrome. Super Chrome, Super Chrome. Super Chrome. Et on a également Guillaume avec nous, comment tu vas Guillaume? Eh bah écoute, le micro, oui. Guillaume, ça va? Oui, ça va et toi? Nickel. Ça va bien. Il va bien. Il va super. Car on va parler de films. On va déjà parler de films. J'essaie de voir ce qu'on pourrait dire direct. J'essaie de faire déjà une blague sur notre programme de cette revue critique des films sortis en juin. Mais juste avant, Antoine, tu vas nous parler d'un film, parce que tu as fait une petite séance rattrapage. D'ailleurs, je l'ai vu également. C'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Oui, qui est pas sorti, qui est sorti en avril. Fin mai. Bah oui, Les Gardiens de la Galaxie 3, bah écoutez, on prend les mêmes, on recommence. James Gunn en fin de contrat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la dernière aventure des Gardiens de la Galaxie, je crois. Enfin, ils reviendront, mais pas pareil. Ouais, alors. Pas avec la même équipe. Alors, pas avec la même équipe. Ouais, puis le générique de fin dit ouais, Star-Lord reviendra, mais peut-être pas en Gardien de la Galaxie. Voilà, donc il reviendra, peut-être genre pour pas. dire, en fait, c'est un peu une conclusion, mais en fait, pas vraiment, parce qu'il y a les gros chèques derrière. Donc, il y a toujours de gros chèques. Et on est Disney, donc voilà. Mais c'était la grande dernière de James Gunn qui a viré sa cutie et qui passe à DC. Ouais, maintenant c'est officiel, il est donc le président. Enfin, ça fait il est officiel depuis un moment déjà, mais il est donc le président de DC Film, donc la branche DC Comics, la branche cinématographique de DC Comics. Du coup, il a voulu faire un grand au revoir à l'univers DC. Du coup, il a fait venir un peu tous les copains. Donc, c'est une histoire où il y a un méchant. En fait, il y a un méchant, et puis le méchant, il fait plein de bazar parce qu'il veut conquérir l'univers. Ouais, il veut pas conquérir, il veut refaçonner l'univers. Oui, ça, excusez-moi, ne jouez pas sur les mots, mais quand même. Oui, mais attention, il arrive, il fait alors non, en fait, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie qu'on soit comme ça, et puis voilà. Puis voilà, parce que c'est moi le chef, et blablabla. Du coup, les Gardiens de la Galaxie, ils disaient, dis donc, mon petit pote, non, surtout pas. Donc, on va dire que non, puis du coup, c'est non. Et puis à la fin, c'est non. Et donc il y a des explosions, il y a des punchlines, il y a un humour de James Gunn. Et ça tombe toujours à l'eau, c'est incroyable. Alors, malheureusement, c'est très souvent dans le film, c'est toujours la même façon de construire ces scènes, de les faire retomber, et au final, c'est vrai que ça n'a pas du tout le touch du premier. Voilà, ce qui est fou en fait, c'est que ça force à refaire comme le premier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette volonté de refaire on va dire de refaire les films de science-fiction, space opéra, un peu pulp, comme la vibe que voulait faire le premier, un peu style un peu pas forcément années 80 dans l'esthétique, mais dans sa construction narrative, dans ses personnages, grandiloquent, ça marchait très bien, d'une certaine manière, narrativement parlant. Et là, en fait, il y a des problèmes de rythme incroyables, c'est-à-dire qu'en fait il y a séquence émotion et pouf, tout de suite après qu'est-ce qu'on va faire? On va te mettre une musique des Beastie Boys, ils vont faire une pause et après ils vont partir, enfin une pause en faisant devant la caméra, bien évidemment, je parlais pas de faire une pause café, et bien évidemment après juste c'est genre bagarre, recherche, pause, hop, séquence émotion, après on refait une musique et puis voilà, il y a tous les enchaînements de ce film, je trouve qu'amoncelle mal le côté émotionnel de ce que va raconter James Gunn, parce que je pense que ça se voit à travers l'histoire de ce film, c'est qu'il a envie de parler d'une cause qui lui est à cœur, c'est la cause animale, et en fait je trouve que c'est con parce que en fait tout ce qu'il essaie d'entreprendre, à part les séquences flashback d'ailleurs qui sont en plus mal amenées, tout ce qui s'amène par la suite en fait ne marche absolument pas, quoi.
Exactement. Et tous les moments d'émotion qu'il essaye de placer, en fait, vu qu'ils sont tous cassés par de l'humour, et t'as l'impression que Disney, ils aiment pas... Et ils se prennent pas, peut pas ils se avoir prennent des- pas au On sérieux. a l'impression voilà. qu'il essaye de concurrencer Taika Waititi avec le dernier Thor, en Ouais, fait, mais clairement, là-dessus, quoi. clairement, Oui, c'est clairement, exactement ouais. ça. Ah oui, en plus, le dernier Thor, c'est exactement ça, quoi. Il y a Ouais. rien de tout. Tous les trucs qui devraient être quelque chose d'un peu, entre guillemets, moment émotion, ou des Mhm. trucs un peu sérieux, ils cassent tout par de l'humour, et donc, du coup, le film n'a aucune valeur, en fait. Oui, c'est Enfin, tu peux pas t'attacher au personnage, puisqu'en fait, même eux disent, bah non, il y a rien, c'est rien de grave, donc... Mhm. Et c'est fou parce que je trouvais que encore le premier avait réussi à mettre en évidence tous les personnages Mhm. dans l'univers. Là, ici, en fait, c'est le contraste absolu parce qu'il y a certains personnages qui sont devenus mais absolument énervants. Enfin, je trouve que par exemple le personnage de Dave Bautista, il est absolument nul à chier. Le personnage qu'ils ont amené de Adam Warlock, qui est campé par Will Poulter, il est absolument nullissime. Ah, il est inutile, le personnage. Inutile. Ouais. Ce qui est il dommage, sert à parce que rien. normalement, c'est C'est- censé être un des gros... Bah, c'est quasiment un demi-dieu, je Ah crois, bah en plus dans les ouais. BD. Donc, Bah, c'est vrai qu'on a envie de le voir plus souvent dans le film, faire des choses plus importantes, et là, il est laissé de il sert à côté. rien, il sert absolument à rien. Et il y a quasiment tous les personnages, c'est comme ça. Pareil, Gamora, qui, voilà, elle a refait sa vie, donc on fait ci, on fait ça. Et non, les seuls qui à peu près s'en sortent dans cette difficulté narrative, c'est le personnage de Rocket, c'est le personnage un peu de Quill, et puis aussi le personnage de Nebula. Mais à part ça, le reste. Ah, les personnages des animaux, le chien aussi. Oui, Cosmo. Ouais. En fait, c'est les personnages d'animaux qui sont les plus attachants au final, quoi. Mais Voilà. Voilà, c'est tout. Eh oui, Voilà. comme dans les films de Jean-Jacques Hano. Voilà. Comme deux Minos. frères. Deux frères et l'ours. Minos, Et Minos, effectivement. Minos, tout à Ouais. fait, bien José sûr. Garcia en... En enfant. Non, c'est. Non, il Garcia, est en- comment c'est ça Et s'appelle c'est satire. en humour satire, sport, enfin, voilà. ouais. En humour sport, je l'appelle comme Oui. ça. Oui, Ah ouais, c'est pareil. Mi-homme, mi-ours, mi-porc, tout à Ouais, fait. mi-homme. Belle référence. Mi-Garcia, mi-ours, mi-porc. Alors Antoine, tu as également vu un autre film qui est sorti, par contre cette fois-ci sur la plateforme Amazon, Oui. The Covenant. Absolument. Le dernier Guy Ritchie. Guy Ritchie est encore vivant, Guy Ritchie fait toujours des films, et Guy Ritchie a arrêté de faire des films qui s'inspirent de ses propres films en fait. Voilà, et Guy Ritchie a Mais il réalisé s'inspire un d'autre film chose. sans humour du tout. C'est un film particulièrement sérieux qui est très très bien mené, d'ailleurs avec Jake Gyllenhaal. Ouais, et Anthony Starr aussi. Anthony Starr en beaucoup plus petit rôle, Mhm. mais du coup ça raconte l'histoire d'un soldat américain en Afghanistan quand il y a quelques années, avant que les Américains ne s'en aillent, en 2021, qui tombe dans un guet-apens avec son interprète, et du coup ils doivent s'enfuir dans le désert, et après il doit essayer de sortir cet interprète, lui et sa famille, hors d'Afghanistan pour les protéger, et c'est mené tambour battant. Il y a effectivement aucune trace d'humour ou à la Guy Ritchie qui était, il faut le dire, un petit peu pénible les derniers films. Là, pas du tout. Il n'y a pas un pet de gras. Tout est parfaitement dirigé vers les scènes d'action, de thriller. Enfin, c'est très bien, vraiment très bien. J'étais époustouflé. Je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il s'est avéré que Guy Ritchie est resté un bon réalisateur. Et il est en train de faire un tournant dans sa carrière, et j'espère qu'il gardera le rythme, parce que ça vaut le coup. Si on m'avait dit ça en 2023, Guy Ritchie, Ouais. le renouveau. Le renouveau, tout à fait. Et là, vraiment, Jake Gyllenhaal est très bien dedans. Alors, il y a toujours, évidemment, des scènes d'action qui, parfois, confinent un peu à l'américain, pour ne pas dire au ridicule. Oui. Parce que les Afghans tombent comme des mouches. C'est comme dans Hot Shot 2, tu prends une poignée de balles, tu les jettes et puis ils meurent quand même. C'est un petit peu ça parfois, malheureusement. Mais sinon, tout est fait dans le sens de cet homme qui a un seul but, c'est de retrouver l'interprète qui lui a sauvé la vie. Et c'est très bien fait. Vraiment, on est sous tension du début à la fin. Parce que c'est ça, en fait. C'est une histoire pas seulement de guerre, mais en fait, c'est une histoire de dette, en fait, d'engagement, en Voilà. fait, d'homme-homme, en fait. Voilà, dans tu cette m'as histoire. sauvé la vie pendant un long moment alors qu'il était blessé, et maintenant il doit le retrouver. Et c'est vraiment très bien. Hein. Et c'est pas trop cliché, les personnages, en fait, dès le début, cassent ce qui pourrait justement confiner au cliché. Du coup, ils vont au-delà, et il y a un véritable approfondissement des personnages. On est heureux de les retrouver, on comprend ce qu'ils ont à faire ici, on comprend pourquoi c'est compliqué, et ça fait plaisir, parce que du coup, on s'intéresse au film, tout simplement. Dis donc, incroyable, quand on écrit un personnage, ça fonctionne, c'est fou, non ? On s'y attendait pas. Eh oui.
Ouais. Donc ça arrive en fait que Guy Ritchie, en fait je pense que surtout son précédent The Gentleman en fait était une mauvaise incartade par rapport au reste de sa carrière, parce que finalement son autre précédent film qu'il a fait avec Jason Statham, qui était un remake du Convoyeur de Nicolas Boukrieff, avait déjà cette tension très premier degré, Oui. où il revenait sur quelque chose d'un peu plus sérieux et de moins alambiqué dans son écriture. Et après bon, c'est pas Guy Ritchie qui est totalement à l'écriture non plus. Pareil dans ce film, c'est également Ivan Atkinson qui bosse également avec lui. Donc je pense qu'en fait il y a quand même cette multicouche qui est un petit peu plus freinée dans sa patte artistique, et c'est plutôt une bonne chose du coup. Oui, franchement, j'encourage. Et Les encouragements du jury. Voilà, très bien. En termes d'encouragement, alors je vous annonce ce mois-ci, ça a été quasiment le mois des films d'action, parce qu'il y en a vu beaucoup. Il y en a eu beaucoup en fait en salle aussi, il faut quand même le signaler. Et notamment un film finlandais, Sisu, de Jalmari Elander, qui raconte l'histoire donc en 1944, donc un ancien soldat qui découvre de l'or en Laponie, donc qui est devenu chercheur d'or, sauf qu'un escadron nazi se met à travers de son chemin afin de récupérer son butin. Alors, je vais faire la blague tout de suite. Est-ce que ça vaut 3 francs Sisu ? Alors, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Je dirais même plutôt mitigé d'une certaine manière. Alors, tant et si bien que le réal, donc Jalmari Elander, lorgne à fond on va dire, dans un certain cinéma d'exploitation à la 70s, qui est forcément remis à la mode par rapport à, on va dire, à la filmographie de Tarantino et d'autres. Sisu en fait réussit par moment, je dirais bien plutôt par moment en fait, à lorgner entre premier degré et second degré. En fait, il choisit la voie de la série B et étant vers un crescendo un brin exagéré, je dis bien un brin, bien évidemment c'est un euphémisme, telle la séquence de l'avion, et ceux qui l'ont vu sauront de quoi je veux dire. C'est vrai qu'en fait c'est un film, au moins, ça c'est un gros avantage, je trouve, que de la part du réal, c'est qu'il a une structure hyper épurée. Voilà, on voyait récemment, en fait, en termes de films d'action, on a des John Wick 4 qui durent 3 heures et compagnie. C'est un film qui dure à peu près 1h30, je crois, à peu près 1h30, 1h40, il me semble. Bien, ça suffit. C'est un film qui est très concis dans sa narration. Après, le film, c'est pour ça que je dis, par rapport au cinéma d'exploitation, il va chapitrer son histoire par rapport à genre la recherche d'or, la rencontre avec les nazis, la poursuite. Ça reste un film très basique. Après, ça reste un film qui, d'une certaine manière, montre la beauté et la dangerosité de la Laponie. On va dire en termes de paysage de désolation, je pense qu'il a été tourné peut-être en été ou en printemps. Il n'y a pas trop de neige non plus, donc on voit beaucoup quand même des décors quand même très presque pré-apocalyptiques d'une certaine manière, donc ça joue bien avec le décor. D'ailleurs la photographie joue bien là-dessus également. Il y a un côté très, très sombre en fait, très grisâtre tout du long du film, et c'est vrai qu'en fait ça reste un film à une structure, donc comme je le disais, hyper épurée mais quand même efficace. C'est un actionneur donc totalement débridé dans un lieu assez unique, donc la Laponie, et d'ailleurs faut quand même revenir aussi sur le personnage principal. D'ailleurs, je sais plus s'il a vraiment un prénom, mais il y a toute une légende sur ce personnage, comme quoi il avait arrêté les Russes à la frontière, à lui tout seul, et qu'après, les nazis se sont mis en travers de son chemin. Grave erreur. Donc, c'est ce que le personnage féminin d'ailleurs explique par rapport à un des sergents de l'époque. Et donc, c'est un perso qui refuse de mourir, donc qui pourrait faire pâlir tous les Rambo et les John Wick du cinéma actuel, mais au moins ça a le plaisir de rester une série B à la fois divertissante, qui est quand même parsementée, on va dire, d'une certaine sincérité, je dirais même, mais comment dire, ça se démarque, mais le fait de surfer sur une vague extrêmement développée, comme l'a été donc le cinéma de guerre, le cinéma d'exploitation, comme on a pu le voir depuis des années, et notamment avec le pinacle qu'a fait Tarantino ces derniers temps, notamment avec Inglourious Basterds. Je trouve que forcément le film perd un petit peu en certains intérêts en fait. Voilà. Donc on est sur un bilan assez mitigé, je trouve, mais après c'est un film qui reste intéressant dans sa réal. Après c'est vrai que voir un personnage qui se prend genre 2-3-5 balles, il se répare, enfin il se met 2-3 petites touches de balles, hop il récupère, hop oui, il se fait cramer, un peu de gaz, un pansement, et c'est reparti. C'est bien, normal.
Oui, donc là, on sait très bien que le film ne veut pas lorgner sur le premier degré, mais par moments, il se relance un peu là-dessus, il revient sur le second degré. Enfin, c'est un film qui est un peu funambule, en fait, d'une certaine manière. Et je trouve qu'en fait, c'est un film qui... On le voit aussi un peu, on l'a peu, hein, on va dire, on a un petit peu vu, notamment par la communication de ce film, que ça lorgne quand même sur ce côté un peu fun, débridé, quoi. Hein. C'est genre un bon nazi est un nazi mort. Donc on va en voir dans le cinéma et forcément le film n'hésite pas à aller sur le côté un peu craspec, gore, comme on a pu le voir dans pas mal de films récemment et qu'on va encore en parler, notamment dans cette revue J'ai l'impression que critique. ce mois-ci, hein, dans tous les films d'action, tout qu'il y a pu avoir, le gore, ils aiment bien montrer. Enfin, tu montres du sang, tu montres que ça explose de partout. Ça et pète, tout. hein. Ouais, Voilà, clairement. on aime bien que ça pète. D'ailleurs, dans ce film, il y a un passage où donc les personnes qui poursuivent donc le personnage principal essayent de passer à travers un champ de mines et ceux qui l'ont posé mais savent plus où ils ont mis les mines. Donc du coup, les ballot. soldats avancent au fur et à mesure et puis ils explosent. Donc ça pète. C'est normal, Voilà. bien sûr. Parce que le méchant, le dirigeant officier nazi, tu vois, il est méchant. Donc Ah oui, c'est normal, parce que c'est un nazi. c'est un nazi. Voilà. Tu sais, les Russes font ça en ce moment. Hein. Et le pire, c'est que ça, c'est vrai. Voilà. C'était le fun. Donc, C'était le fun, bravo. c'était le premier degré. Ouais, et on va continuer, j'allais dire malheureusement, on va encore parler un peu de nazi avec Indiana Jones et le cadran de la destinée. Je parle pas forcément du personnage, ni des réals derrière, mais bien évidemment des personnages que l'on voit dans le film. N'est-ce pas, Antoine? Ah là là, Et n'est-ce pas, sublime. Guillaume? Bah oui, ouais, clairement. Indiana Jones, donc de James Mangold, qui a fait Le Mans 66, qui Excellent a fait film. Logan, excellent Mhm. film, mais qui a fait, il faut aussi ne pas l'oublier, qui a fait Wolverine, La Voix de l'immortel. Voilà. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, magnifique quand À on le l'époque revoit. où, donc, pour revenir sur la petite histoire, donc Wolverine, la voix de l'immortel, il a été, on va dire, bien emmerdé par les producteurs Mm. et n'a jamais pu faire le film qu'il voulait. Contrairement à Logan, qui a réussi à passer sous le carcan de la Fox grâce au succès finalement du premier Deadpool et de pouvoir en faire un film classé R. C'est bien. Ah oui, il est magnifique, Logan. Mais bon, aujourd'hui, Oui, il est bien. c'est Et là, D'Indiana Mangold, en fait, Jones. il revient avec un homme au chapeau. Bah Et oui. un petit papy, il a dit tiens, allez, j'ai toujours aimé Indiana Jones, on me propose de le faire, j'y vais. Et donc, comme on l'a dit, ça parle d'Indy qui reçoit la visite surprise de sa filleule qui s'appelle Elena, qui est à la recherche d'un artefact que son père a confié à Indy par le passé, qui s'appelle le cadran d'Archimède. Et ce cadran d'Archimède, c'est une relique qui aurait le pouvoir de localiser des failles temporelles. Alors, en vrai, le film, je trouve que visuellement, il est très moche. Il Il y a- est il y a- visuellement il y a très un moche. contraste absolu Ah, dans ce c'est- film. Je trouve qu'il y a une séquence au Maroc qui marche, mais le début du film, pouf, c'est Ah, C'est le laborieux. très difficile. Ça le commence dans train, une c'est scène dur, dans hein. le train. Ce qui C'est est drôle, laborieux. parce que du coup, on parlera Tyler Rake Oui. après, mais il y a exactement la même scène où il doit aller chercher. C'est assez fou. Et il y a la même dans Mission Impossible, ne Oui, vous inquiétez voilà. pas. Et le train, Voilà. c'est devenu la mode. Mais non, mais du coup, on a un contraste où pendant 20 minutes, on a un truc où ça se passe dans le passé, où on a la tête d'Harrison Ford, mais jeune, et où c'est moche, on Ah, il y a voit que des ça ne marche plans, pas. ça pique fait les bizarre. Hein. Et en fait, ça va être ça tout le long. Ça va donner un peu le ton de tout le film. Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression des fois que c'était tourné dans des studios, quoi. Et c'est horrible, la façon dont c'est cadré, la façon dont c'est montré, les flous tout autour. On n'a pas le droit de tourner avec des animaux, où on doit faire attention. Donc toutes les scènes pas toutes, mais certaines scènes en cheval, on voit que c'est du CGI. Et donc t'as du mal à entrer dans l'histoire et t'as du mal à y croire. Ça pique les yeux. Et à côté de ça, l'histoire en elle-même, elle est pas terrible, mais je dois avouer que moi, j'ai quand même pas boudé mon plaisir, que je me suis quand même... J'ai pas vu le temps passer. Ouais, Je non, trouve c'est que vrai les personnages, ouais. les personnages, que ça soit par exemple, le personnage de Phoebe Waller-Bridge, je trouve qu'il est super Voilà. bien écrit. C'est vraiment un très bon personnage et un personnage de femme forte qui a ses scènes d'action t'y crois, Ouais, quoi, mais t'as sans envie en de être croire à ce abusif, tu personnage. vois, parce que le côté Ouais. personnage femme fort, en fait, maintenant, c'est on sent le côté forcé en fait sur certains passages d'écriture. Là, je trouve absolument Pas du tout, ouais, non, clairement pas. Non, t'y crois à ce personnage et t'as envie de la suivre alors Harrison Ford, il est vieux, forcément, mais
ça fait plaisir de le voir quand même en costume et tout, tu vois, il y a des choses, tu sais que c'est gros, tu sais que c'est pas lui, mais ça fait plaisir. Il y a des scènes qui sont quand même assez drôles, des scènes, tu parlais de Tanger, la scène à Tanger, ou même si c'est débile, parce que les Allemands, forcément, les nazis sont des méchants nazis, et les Anglais et les Américains sont des gentils Américains, donc du coup, ils sont un peu bêtes, ils sont un peu bêtes et ils sont très, très intelligents. T'as des trucs comme ça de méchants et de gentils, mais en vrai, je me mets à la place de quelqu'un qui va pas souvent au cinéma. Et je me dis, dans les derniers films qu'on a pu avoir là sur les dernières années, ça reste quand même un film d'aventure. Alors, c'est pas le meilleur indie, c'est un meilleur indie que le 4, ça c'est sûr et certain. C'était compliqué de faire pire. Non, mais clairement. Même si il balaye un peu, il fait comment, oui, mon fils, il est mort. Ouais, allez, voilà, c'est ça. Ouais, scénario, c'était en mode merci, au revoir, tu ta gueule, voilà. Mais je trouve que ce n'est pas forcément, c'est pas un bon Indiana Jones, mais c'est quand même un bon film d'aventure. Et il est long, 2h30. Mais tu vois, je pense qu'en fait, le problème avec le Indiana Jones et le cadran de la destinée, c'est je pense qu'il est sorti peut-être au pire moment aussi actuellement au cinéma, c'est qu'on essaye de faire revivre des anciennes licences, qu'on essaye de de siphonner tout ce qui reste et qu'il n'y a plus grand chose, parce qu'il faut quand même le signaler, je pense qu'à Indiana Jones actuellement, c'est sortir un Indiana Jones en 2023, en fait ça n'avait l'engouement de pas grand monde, d'ailleurs le film n'a pas du tout marché au box-office, et aussi forcément quand on voit les derniers films d'aventure, ça n'a pas du tout marqué on va dire, pas seulement au box-office, mais même de manière avec les spectateurs, avec le statut culte. Il n'y a rien qui ne ressort actuellement en termes de grandes fresques habituelles, comme l'était à l'époque les Indiana Jones, quand Spielberg et Lucas avaient fait ressortir, on va dire, le grand côté cinéma d'aventure des années 80. Et là, en fait, le Indiana Jones, en fait, il sort peut-être pas je dirais pas forcément au pire des moments, mais en fait, dans un moment, en fait, où on n'a plus l'engouement du tout de faire ce genre de film, en fait. Et on est, je pense, d'ailleurs, je le dis ça de manière un peu brutale, mais quand on voit actuellement l'état en fait du cinéma hollywoodien, du grand divertissement, qui n'arrive pas à se renouveler avec le cinéma de super-héros, qui n'arrive pas du tout à se renouveler avec leurs licences qu'ils ont déjà abusé et surabusé. D'ailleurs, ça s'est vu récemment, il y a encore le Transformers qui s'est violemment cassé la gueule. Attention, parce qu'Avatar 2 a cassé la baraque assez récemment. Avatar 2 a cassé la baraque. Et pourtant, c'est un film à estampiller aventure quand même. Oui, c'est un film d'aventure. Mais pourtant, tu vois, il n'y a pas grand-chose derrière qui n'arrive à maintenir cette barque, en fait. Bah ouais. Il y a de moins en moins de films des blockbusters qui fonctionnent. Il y a eu Mario qui a cassé un peu la baraque, mais pareil, film d'aventure, mais familial. Ouais. C'est des films pour enfants, en fait, familial. Qui marchent. Si, ce qui fonctionne un peu, c'est les entre guillemets revival. Tu as les Top Gun Maverick qui reviennent en force. Fast and Furious, là, le 10 qui pourtant c'est le 10e, mais qui fonctionne quand même un peu. Mais c'est vrai que t'as du mal. C'est un peu aléatoire, quoi. Parfois, les gens sont contents, ils vont voir un truc et tu leur donnes la même chose à côté, ils vont pas le voir. Et tu vois, encore, je pense étrange. Que tu parlais de Top Gun Maverick, mais en revenant sur ce film, en fait, il a tellement pas utilisé beaucoup de CGI, d'effets visuels et compagnie, qu'on savait très bien qu'en fait il y avait un côté sensationnel derrière ce film, parce qu'on s'est dit il y a Tom Cruise, donc c'est un peu le cinéma spectacle aussi d'une certaine manière. Il est devenu en fait tel qu'il est, en fait il a cette nouvelle casquette en fait de cascadeur absolu en fait qui donne envie de voir ce film. Et d'ailleurs Joseph Kosinski l'a très bien remarqué. D'ailleurs le prochain film de Joseph Kosinski, ça va être sur le milieu de la Formule 1. Il a carrément fait des séquences notamment durant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne actuellement avec Brad Pitt et je ne sais plus quel autre acteur. D'ailleurs c'était fait intéressant, très drôle, parce qu'ils devaient faire le warm-up avec les autres véhicules et leur Formule 1 n'ont pas démarré. Mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'en fait voilà, il y a ce côté sensationnel en fait où on essaye vraiment de montrer quelque chose, je dirais pas de nouveau, mais en fait qui évite à tout prix de passer sur le côté forcément on va mettre des CGI, enfin des effets numériques un peu partout. Le Indiana Jones, il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'en fait tu ne peux plus refaire des Indiana Jones comme l'était le Temple Maudit ou autre, parce que tout de suite il y aura un producteur qui va dire non, ça c'est moche, on sait tout de suite qu'en fait ça c'est du carton-pâte et compagnie. Mais en fait du coup cet attachement qu'on en avait sur nos films, enfin sur nos films, je dis carrément nous quoi, parce que c'est un peu les films de notre enfance, sur l'héritage de ces films là en fait, forcément cette frontière là n'existe plus en fait.
Et le manque de renouvellement se voit actuellement, en fait, tout simplement. Sachant qu'il faut aussi comprendre qu'Indiana Jones 2, par exemple, était déjà à la pointe de la technologie et du CGI à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça pourrait paraître impossible de le faire sans CGI, parce que c'est censé être l'un des films qui a lancé cette vague. Donc refaire du pur réalisme aujourd'hui avec Indiana Jones, ça aurait été impossible. Non. Mais le problème aujourd'hui, c'est les CGI. Je sais pas, les studios n'ont pas le temps, ne veulent pas mettre assez d'argent. Je trouve que pourtant la meilleure chose qui a été faite dans ce film, c'est les décors de New York en 66, quoi. Ah, oui, mais ça, c'est quelque chose qui est... Tu le vois, hein, que c'est faux. Tu le vois très bien que c'est un studio, d'une certaine manière. Tu sais très mais bien. C'est ça qui est dommage. Tu ne peux plus refaire le New York comme avant parce que les bâtiments ont changé, la structure a changé aussi. Oh oui et non. Sergio Leone s'est très bien débrouillé pour faire le New York de 1912 et de 1930 en 1980. Oui, mais en 1980, mais de 80 à 2003, en fait, New York a énormément changé. Tu vois, en fait, c'est ça aussi. Revenir sur l'héritage du cinéma aussi, il faut pas l'oublier, en fait, l'héritage aussi historique et culturel aussi de certaines villes qui ont forcément changé avec le temps. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, ça marche encore là-dessus, parce que il faut pas l'oublier, c'est que à Hollywood, t'as beaucoup de rues, de faux décors de New York, typiques des années 90-2000, qui existent encore, en fait. Et qui peut forcément être très facilement remis au goût du jour à la période historique annoncée par rapport à certains films. Mais c'est vrai que le Indiana Jones, en fait, montre toute cette erreur, en fait, toute cette difficulté, en fait, de se renouveler. Non, mais on a l'impression, en fait, de faire un film pour te dire, tiens, bah voilà, vous aimez bien Indiana Jones, maintenant retournez à Disneyland Paris parce qu'il y a l'attraction, et ça fait très film attraction, en fait. Il y a de ça aussi. Forcément. Mais après, Indiana Jones, ça a toujours été un film attraction, d'une certaine manière. C'est vrai. Ouais, mais là, je trouve encore plus, tu vois, ça me choquait moins avant. Mais là, je trouve vraiment que... Et en plus, tu sais que Harrison Ford, il fait plus... il est trop vieux et tout, c'est sûr que ça peut plus être lui. Il a 80 balais. Hein. Mais ça fait très, très... Ouais, tu te dis, bah voilà, ça pourrait faire une attraction à Disney. Tiens, celui-là aussi. Ah bah tiens, celui-là aussi. Sauf que là où dans les années 80, ils étaient obligés de créer des personnages pour pallier le manque d'effets spéciaux, aujourd'hui, ils ont tellement d'effets spéciaux qu'ils n'ont pas besoin de faire des personnages et ça se voit tout de suite. Exactement. Ça se voit tout de suite et du coup... Tout ce qui faisait le sel, j'ai revu le 3 quelques jours après, la dernière croisade, mais il y a un univers entre les deux, un univers entier. Quel plaisir de revoir chaque plan, d'écouter chaque dialogue du 3. Le 5, je suis désolé, pourquoi pas, c'était intéressant, mais on l'oubliera demain. Ouais. C'est pas faux, il a raison, Antoine. Pour le coup, on va faire une petite pause BO, donc Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. D'ailleurs, le thème d'Elena, qui est un morceau composé par John Williams, parce qu'il est toujours là pour Indiana. Au moins. RCN. Le son de la différence. Et voilà, donc c'était un extrait issu de la BO de Indiana Jones avec encore ce bon vieux John Williams qui fait encore cette musique, donc, et donc qui refait un tout nouveau thème pour ce film. Alors on entend encore un petit peu le tin-tin-tin, mais moins habituel qu'auparavant quand même. Ça, c'est une bonne chose. Alors donc on va continuer notre périple sur les films de bagarre, les films de baston, parce qu'il y en a eu beaucoup ce mois-ci, et notamment un film français. Oh. Oui, Farang de Xavier Jeans. Alors, l'histoire c'est quoi ? C'est l'histoire donc de Sam, détenu exemplaire, qui prépare sa réinsertion lors d'une perme de sortie. Donc, son passé le rattrape et un accident ne lui laisse qu'un seul choix, la fuite. Ayant donc refait sa vie en Thaïlande où il est en train de fonder une nouvelle famille, cependant un parrain local va le pousser dans des affaires louches et bien évidemment, je vous laisse deviner la suite. Il casse des gueules. Eh ben, j'ai envie de dire bravo Xavier Jeans, c'est une très bonne série B. Ça lorgne au départ sur le polar, puis le revenge movie et assurément sur de l'actionneur à la violence quand même assez débridée. Donc il faut quand même le signaler un petit peu sur le niveau historique du film. Je trouve qu'après une collaboration avec Gareth Evans, qui a fait donc The Raid, film maintenant, on va dire, référence sur le cinéma d'action moderne. C'est pas celui qui a fait... King Kong ? Non, ça c'est Gareth Edwards. Ah, c'est pareil. Voilà. Oh alors, donc Gareth Evans, donc il arrête avec leur prénom. Merci Antoine. Gareth Evans, donc maintenant tu peux te recoucher. Gareth Evans, donc le réalisateur de The Raid 1 et 2, donc avait donc collaboré avec Xavier Jeans, en fait, où Xavier Jeans avait notamment réalisé donc bossé comme réal sur sa série Gangs of London, et donc j'ai l'impression que Xavier Jeans lui aussi a voulu montrer un peu de quoi il était capable. Et je trouve que ça confirme actuellement
actuellement le renouveau assez satisfaisant du cinéma d'action français, hexagonal. On a notamment avec Les Balles Perdues et Aka qui s'en sortent plutôt bien. Et je parle pas de ça juste parce qu'il y a Alban Lenoir, mais c'est quand même de qualité à n'en pas douter. Là, on commence par un prologue très efficace à base de... Ce qui est marrant, c'est que le film en fait arrive dès le départ à vraiment mettre on va dire un univers, tout un ensemble très établi sur l'environnement du personnage à base de déterminisme social, d'engrenage de la criminalité, qui approche un désespoir assez constant en fait de ce qui l'entoure, et même ce qui est très intelligent de la part de Xavier Jeance, c'est qu'en fait, à aucun moment, en fait, il n'y a pas une réponse prémâchée ou il y a un discours pamphlétaire, en fait. Jeance observe juste sobrement un système totalement impuissant envers ce personnage, et finalement, la fuite et le début, en fait, fait figure d'une certaine fatalité par la situation auquel cela va l'amener par la suite, quoi. Donc, je trouve qu'en fait, c'est un film qui a une nature assez protéiforme, qui est assez mutante, mais qui est sobrement manipulé par un réal qui finalement est assez éclectique, parce qu'on a pu le voir avec le reste de sa filmographie. Il a commencé par le film d'horreur avec Frontières, finalement il s'est retrouvé à bosser avec Luc Besson, notamment pour Hitman. Il s'est retrouvé après notamment à faire des films plus intéressants, comme par exemple son précédent Cold Skin. Et là, en fait, il se lâche assurément sur ce film, notamment pour faire un film d'action qui reste assez premier degré d'une certaine manière, parce qu'il finalement, il va revenir sur une histoire assez sombre et qui va finalement, en fait, donner quelque chose d'assez crescendo. Tu vois, je parlais de Sisu qui partait crescendo sur un côté grandiloquent, en fait, d'une certaine manière. Là, en fait, Xavier Jeance, en fait, on va dire, il prend les virages d'une meilleure manière, c'est-à-dire qu'il va rester sur un côté assez sombre et finalement, en fait, le film va vraiment avoir une meilleure forme, une meilleure force sur la représentation de la violence à l'écran. Le film est assez dark par moments. On sent les coups, on sent les os brisés, donc c'est quand même assez fort sur le côté sound design du film. Je trouve que ça marche très bien. Il se lâche totalement sur la fin, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, je dirais même qu'il lâche plutôt en fait un espèce de fauve qui est campé donc par Nassim Niasse, donc le personnage principal de Sam, qui est très intéressant en fait dans une espèce de quête vengeresse, et finalement qui se termine comme un film très viscéral en fait. Et pour le coup, il s'en sort avec brio. Donc je vous le conseille, le film est totalement passé inaperçu en salle, ça me fait chier, donc je vous le conseille de le trouver en vidéo, et dès qu'il le faut, matez-le. Voilà. Ouais, clairement. Il sera visible sur une plateforme ? Sûrement, je pense. Connaissant. Alors, c'est Studio Canal qui l'a en partie financé. Donc, d'ailleurs, on retrouve Olivier Gourmet dedans aussi. Ah. Oh, voilà. Olivier. Un petit Olivier Gourmet qui arrive de nulle part, qui fait « Salut, je suis le parrain de la pègre ». Voilà. C'est bien connu. En parlant de pègre, on va parler donc de Pixar, Elementary de Peterson. Bravo. N'est-ce pas, Guillaume ? Mais bien sûr. Alors, ça raconte quoi, Élémentaire ? Eh bien, ça raconte... je vous le donne en mille, l'histoire d'Élément. On est dans la ville d'Element City, qui est une ville où se côtoient avec harmonie, en parfaite harmonie, le feu, l'eau, l'air, la terre. Ils ont chacun... J'avais un autre mot, mais je le dirai pas. Et chacun, ils ont leur partie à eux et ils vivent en harmonie. Et on suit une famille de feu qui, suite à un cataclysme, a dû partir de leur pays et a emménagé dans cette ville. Le père de famille, il construit un commerce pour les gens feu. Et donc du coup, le fameux quartier feu d'Element City. Ils vendent des allumettes, des trucs comme ça. Bah, tu rigoles, mais c'est ça. Ouais. Bah oui. Ils vendent vraiment que des trucs autour du feu, des trucs à manger, des boules de feu. Mais du coup, en fait, il y a ça. une catastrophe, c'est le réchauffement climatique, c'est ça ? C'est ça. Il y a eu quelque chose. Pour le feu. C'est ça. Oui. Et donc du coup ils reviennent et donc ils sont obligés de vivre dans une ville qui est pas trop faite pour le feu, donc il grandit et puis on suit le personnage de sa fille qui est amené normalement à reprendre l'affaire familiale, sauf que bien évidemment dans tous les Pixar elle n'a pas envie de faire ça. Elle a pas vraiment envie, elle dit à son papa oui j'ai envie mais pas vraiment. Et le papa il s'appelle Necfeu ? Non, mais ils auraient pu parce que je sais plus comment il s'appelle. Elle s'appelle Flamme et elle rencontre un personnage en eau qui s'appelle Flack. Et donc du coup,
ensemble, ils vont devoir démêler le vrai du faux. Ils vont devoir, voilà, il y a des canalisations qui devaient être coupées, qui n'ont pas été coupées, sauf que ça menace de... Il y a une machination. Voilà, non, même pas. Non, c'est juste que c'est l'administratif qui est pourri, même dans la ville des éléments. Et du coup, c'est le maire qui est le méchant? Non, même pas, non, c'est l'administratif vraiment le méchant. Ah oui, c'est lui. Le méchant, c'est l'administratif, tu vois. C'est la France. Non, en vrai, le film, l'histoire est vraiment pas terrible. Ça reprend les poncifs des Pixar depuis un petit moment déjà. Maintenant, ils tournent toujours sur la même histoire. Et surtout sur le personnage, en fait, sur l'histoire, sur la notion d'émancipation, en fait. Oui, on a l'impression qu'en fait, ça a déjà fait le tour, en fait. Ah bah oui, depuis Coco. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec Coco, même si là, dans le film-là, la fille, elle dit pas clairement à son père qu'elle veut pas faire ça, mais que ça vient d'une autre famille qui dit oui, non, mais si, c'est pas ça que tu veux faire, t'es fait pour autre chose. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui, effectivement. Et t'as tout ce truc de... Je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce film. Visuellement, j'ai trouvé que c'était pas beau, en fait. T'as tous les éléments, ça pourrait être quelque chose de très beau, et visuellement, finalement, c'est pas terrible. Tu vois le feu, l'eau, l'air, la terre... Tu ressens rien, en fait, pour les personnages. Je sais pas si c'est le fait que ça soit pas des êtres humains ou quoi, mais t'as pas c'est sympa, mais t'as pas d'empathie pour les personnages, tu t'en fous en fait. L'histoire est pas terrible, visuellement c'est vraiment pas ouf. Et puis il y a moi j'ai vu en version française. Voilà, on va parler enfin des doublages. Purée, mais faites quelque chose, arrêtez de mettre des stars à la place des vrais comédiens. Surtout que là on va pouvoir revenir un petit peu vite fait avant de conclure sur Elementary. C'est vrai qu'en fait Elementary a un gros souci, et d'ailleurs ça s'est fait en fait juste avant la sortie du film, c'est-à-dire qu'à la base la première bande-annonce nous montrait des doubleurs, on va dire très professionnels qu'on connaissait déjà, notamment par exemple Donald Renew qui joue Flack, pardon, désolé pour ce terme mais ça me fait toujours marrer. Et c'est vrai que là en fait ils ont changé du tout au tout en fait. Disney Productions France a dit alors on va changer en fait les noms, on va prendre des stars, donc on a pris Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos. Sauf que ça ne marche pas du tout, ça tape à chaque fois à côté, on sent qu'ils essayent de jouer mais ça ne fonctionne pas, et ils ressentent rien du tout. Et cela permet de confirmer un truc. Être doubleur, ce n'est pas être acteur. Et être acteur, c'est un métier. C'est un vrai métier. Et nous avons il y a une des plus belles industries au monde du doublage. Ah bah clairement, oui. Et elle se fait un peu charcler comme ça. Alors ça, que ça avait très bien marché, notamment avec Universal et le Super Mario Bros. D'ailleurs, qui a été encensé au niveau international. Au niveau international, même Universal, la maison mère d'Universal a salué le travail français. Voilà. Oui. C'est même une des voix. En fait, c'est la chargée de production d'Universal, j'ai oublié son nom malheureusement, parce qu'il faut quand même la souligner là-dessus, c'est elle a insisté pour que ça soit des doubleurs et que ce soit pas des noms de stars qui prennent des voix de doublage. Super. Et ça a même été... il y a beaucoup de gens autour, que ça soit le public américain, public étranger, qui, dans les voix qui ont été proposées, ont préféré la version française à la version originale. Beaucoup de gens ont dit que le travail était vraiment assez fou. Et effectivement, on a des comédiens et des comédiennes de doublage qui sont faux. Quand tu vois le film, tu te dis oui, mais tu comprends pourquoi ils ont pris Donald Renew pour le doublage, pour la bande-annonce, parce qu'effectivement, un peu loufoque, et la voix, exactement, la voix correspond, même le physique du personnage correspond à Donald Renew. Et je suis désolé, mais j'aime bien Vincent Lacoste, mais alors du coup, sa mollitude, là, ce truc de personnage mou qu'il a, ne fonctionne pas du tout. Il est complètement à côté, on comprend. Enfin, même dans les moments d'émotion qu'ils essayent de rajouter, c'est pas bon. Et Adèle Exarchopoulos, elle essaye de s'en sortir un petit peu, mais c'est pas bon du tout. Et ils sont pas aidés en plus parce que je trouve qu'il y a une mauvaise adaptation en français. Ouais. C'est des jeux de mots, mais pourris sur le feu, sur l'eau, sur l'air, sur la terre. Ça n'aide pas du tout. C'est vraiment une mauvaise adaptation. Mais c'est ça qui est fou, c'est que malgré tout ça, j'ai trouvé des moments très intéressants. Il y a des moments où tu as vraiment l'essence Pixar qui est là, et où tu dis ah bah non. Et t'es ressorti, le fait que ça soit mal adapté et mal joué, t'es tout le temps sorti, ça te sort du film, et c'est pas possible, quoi. Et est-ce que, sans rire, est-ce qu'il y a une course-poursuite à la fin ? Il y a toujours des courses-poursuites dans un Pixar. C'est insupportable. Là, c'est une course-poursuite. C'est insupportable. C'est une course-poursuite avec l'eau.
puisque forcément, comme c'est des feux, c'est Mais une famille de feux. Ils sont pas capables de faire des dessins animés sans course-poursuite. C'est insupportable, c'est lamentable. Et je trouve limite que c'est un peu rétrograde sur certains trucs et tout. Alors, c'est jamais dit, mais c'est ça qui est bizarre. En version française, je pense qu'ils ont changé. Parce qu'à un moment, Adèle Exarchopoulos, elle dit qu'ils viennent de Finlande, mais tu comprends clairement qu'ils veulent faire parler d'une famille indienne qui atterrit à Element City à New York, qui est rejetée par la population parce qu'ils sont différents et tout. Et je trouve ça, et j'ai trouvé des trucs qui étaient très mal amenés et c'est pas bon, quoi. Mais il y a des moments qui m'ont quand même touché. Mais arrêtez de faire venir Vincent Lacoste et tout, quoi. Laissez travailler Donald Renew, Dorothée Pousseau et tout. Non, ça c'est vrai, ça devient assez problématique parce que autant aux États-Unis, il y a un vrai travail sur le doublage, même pour les acteurs doubleurs. Beaucoup ont la double casquette. Des gars comme Bryan Cranston et autres ont façonné leur carrière. Devant et derrière aussi en post-production. Et ce n'est pas le cas en France. Il faut le souligner, quoi. T'en as très peu. Enfin, t'en as peut-être deux. La seule qui. Alors, non, t'as Audrey Lamy qui a commencé par le doublage, Vincent Cassel qui a fait un peu de doublage aussi, mais c'est vraiment très très peu. Et il t'amène des gens du cinéma. Non, arrêtez de faire ça. Il y a des comédiens de doublage qui sont très très bons, qui sont formés pour ça et qui font très bien leur travail, quoi. Exactement, merci Guillaume. Alors donc on va revenir sur un autre genre parce que là on va parler donc de Paul Schrader qui est revenu au cinéma avec son Master Gardener que tu as vu, Antoine, notamment. On y était ensemble, on l'avait vu notamment au festival du film Subversif en avant-première. Absolument, Paul Schrader qui est revenu avec une histoire d'un homme au passé trouble qui se retrouve totalement du Paul Schrader de A à Z. Peut-être connaissant le réalisateur, connaissant le scénariste qui est derrière, Paul Schrader a toujours une situation où il met des personnages en fait qui sont toujours un peu dans cette impassibilité, dans leurs problèmes existentiels par rapport à avant et même un peu après. Ça l'a été notamment dans ses quasiment derniers films, notamment First Reform qui est absolument exemplaire et génial, et aussi l'excellent Card Counter. Là également on retrouve la même chose, mais dans un autre contexte, avec un autre personnage et une autre situation. Mais la même chose. Plus ou moins ça. Mais c'est là où moi je trouve que la formule Paul Schrader... La continuité de Paul Schrader a toujours été un peu comme ça. C'est toujours des personnages masculins qui ont toujours une volonté de se remettre toujours en question par rapport à leur passé. Qui sont, bien sûr, mais c'est surtout ce concept de, donc c'est un homme qui habite dans un château, un grand domaine, aux États-Unis, dirigé du main de fer par Sigourney Weaver d'ailleurs. Et lui est donc son maître jardinier, mais il a un passé trouble. En fait, c'est un homme qui appartenait à une mouvance ultra raciste et qui a fait commis des meurtres et qui depuis de nombreuses années, en fait, essaye de se remettre en question et de se construire une nouvelle vie, mais il est confronté évidemment à la violence des quartiers, et du coup il va devoir ressortir la bête qu'il avait enfouie en lui. Il y a un petit peu de ça, ouais. C'est vrai qu'en fait voilà, il a vraiment cette construction de personnage, comme je disais, un peu le bord de la crise de nerfs en fait, c'est-à-dire qu'il est pas loin de retomber dans ses travers d'antan en fait. Par exemple, dans tous les personnages de Schrader, on a un chauffeur de taxi frustré sexuellement. Bien évidemment, je parle de Travis Bickle de Taxi Driver. C'était pas Toy Story. Le boxeur, putain, ta gueule Antoine. Le boxeur à l'ego fragile, c'est bien évidemment donc Jake LaMotta donc dans Raging Bull. On a l'aumônier endeuillé et tenté par le néant. Ça, c'est donc, comme je disais, donc le personnage d'Ethan Hawke dans First Reformed, ou encore donc le croupier hanté par ses cris militaires. Card Counter. Là, on a toujours encore cette même situation de personnage, mais c'est forcément le sujet, le grand sujet des cinéastes, le grand sujet de Paul Schrader dans ses films, c'est toujours la violence, le traitement de la violence. Et pourtant, il n'y a pas que ça dans ce film. Il n'y a pas que ça, mais après c'est vrai que le traitement de la violence c'est très... Enfin, Paul Schrader, on sent surtout dans ce film qu'il hésite beaucoup. Tout est à la fois violent dans ce qu'il décrit et en même temps il ne la montre jamais. Et quand il essaye de la montrer, il y a une espèce d'hésitation, une espèce de... il sait pas trop sur quel pied danser, je trouve, et c'est un petit peu dommage. Après, il arrive à garder une espèce de froideur qui anoblit les personnages. Joel Edgerton est impérial comme souvent, parce que Joel Edgerton est un très grand acteur qui écrit beaucoup ses rôles, qui construit ses rôles très bien. C'est toujours impressionnant la façon dont Schrader en fait arrive à travailler ses personnages et ses acteurs avec. Il a toujours une bonne notion de casting en fait à chaque fois. Mais Joel Edgerton aussi a
on sent qu'il a faim de ça. Il a envie de construire ce personnage, il a envie de travailler ses rôles, il a envie de travailler avec les réalisateurs, les scénaristes. Ça se sent tout de suite. Et on sent que, effectivement, Joel Edgerton a une palette de passion qui est enfouie en lui, qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose pour les montrer. Et du coup, il garde une espèce de dignité, mais qui est très complexe. Je trouve que ça se voit beaucoup sur son visage. Ouais. Enfin, il y a vraiment un visage très marqué en fait dans ce personnage. Très marqué. Et forcément cette volonté de cacher son corps en fait, sa peau. Oui, avec forcément, des tatouages, par son passé. Des tatouages qui sont assez explicites, voilà. dirions-nous. Parce que c'est surtout ça aussi à travers ce personnage en fait aussi. Il y a c'est en fait le personnage qui redécouvre une vie en tant que, dès le départ on le présente comme un botaniste absolument exceptionnel qui est un grand maître jardinier en fait, qui connaît absolument tout sur la notion de fleurs et la notion de comment les faire planter et les faire pousser. Et surtout en fait il y a aussi d'une certaine manière il est comme dans un espèce de purgatoire par rapport à ce qu'il a vécu auparavant. En fait, il y a comme une expiation en fait de ce personnage qui a été consumé par la haine de l'autre. En fait, il y a aussi cette volonté-là. Et pourtant, il y a des passages sur son passé qui regorgent de violence en fait que l'on a vu en fait, que l'on voit. Et il sait aussi, c'est là où c'est intéressant et le personnage change un petit peu des poncifs du genre. Il connaît sa violence, il la connaît parfaitement, Ouais. Et il n'hésite pas. En fait, à jouer avec, elle est toujours à fleur de peau. Donc c'est pas quelque chose qu'il essaye effectivement d'enterrer définitivement. C'est quelque chose qu'il sait qu'il doit vivre avec dès le début. Et du coup, ça permet d'aller sur d'autres terrains. C'est justement le principe des fleurs, de cette beauté à construire lentement, doucement. La métaphore florale et philosophique, elle est plutôt remarquable en fait dans ce film en fait. Oui, il l'a fait remarquer. Oui, voilà. Ça c'est sûr. Mais en tout cas, je trouve que ça marche de ce côté-là. Forcément, le film, après, a peut-être une façon où on ne s'attendait pas à cette fin, parce que Schrader a toujours une volonté, pas d'escalade, mais il y a toujours en fait la limite où le personnage pourrait divaguer et sombrer. Et cette fois-ci, en fait, il va quelque chose de beaucoup plus nuancé et revenir sur des propos un peu plus, où la notion en fait de rédemption totale est possible. Voilà, c'est une espèce de variation de History of Violence. Ouais, on a l'impression qu'en fait il y a un côté presque inabouti à travers ce film, à travers cette conclusion, mais finalement en fait je trouve qu'en fait il est plutôt intelligent de sa manière de rompre en fait sur un certain, on va dire un certain aspect, je dirais, j'ai oublié le terme, mais comment dire, clichéesque en fait. Absolument. Voilà. Donc très intéressant. Moi je trouve que ça ressemble un peu trop aux autres Paul Schrader, mais ça reste quand même assez intéressant et assez bien filmé, beau, très bon personnage. Si vous êtes un aficionados de Schrader, je pense que c'est un film à voir, parce que je trouve que la réal en fait elle est toujours aussi maîtrisée qu'auparavant. Après forcément je trouve que le film est peut-être par le biais de son écriture et de ses personnages est beaucoup moins fort et beaucoup moins prononcé que l'a été First Reformed ou encore Card Counter. C'est possible, oui. Ça permet d'attendre le 9 août, quoi. De patienter jusqu'au 9 août. Au 9 août. Pour les Tortues Ninja, du coup. Ah oui, bien évidemment. Oui, pour le passé torturé. Ouais, c'est le meilleur Paul Schrader, exactement. Merci Guillaume. Alors, on va pas faire de pause bio parce qu'on est déjà méga à la bourre. Donc, on va revenir sur les 2 derniers films que l'on a vus. Et notamment, écoute Antoine, je vais te laisser... Je vais faire The Flash Rapidos. Ouais, allez, vas-y. Fais The Flash Rapidos, comme ça on parlera un petit peu de Mission Impossible. Alors, The Flash Rapidos, histoire qui aurait pu être intéressante. Je trouve qu'ils avaient commencé à construire des choses... des choses potables. Les effets spéciaux, malheureusement, sont légèrement ratés. Ah non, ils sont magnifiques. C'est génial. Le meilleur film de super-héros qu'on ait jamais vu. La première scène est franchement catastrophique. Après, il y a des envies. C'est un film plein d'envies, mais qui n'est pas vraiment abouti. Faut quand même avoir des balls pour dire non, mais si c'est dégueulasse, c'est normal. C'est parce que comme il va trop vite, toute la perspective est dégueulasse, donc c'est normal. Faut vraiment en avoir. C'est surtout la post-prod qui allait trop vite, je 200 crois. millions, hein, attention. 200 millions. Il ose justifier ça en disant ça, quoi. Mais... C'est assez fou parce qu'en fait, comment on en parle, en fait, j'ai l'impression que c'est un ratage assez fascinant, en fait, sur la façon dont ce film a été construit, quoi. Parce que c'est 10 ans de labeur, hein, en fait, 10 ans de cauchemar, en fait. Ouais, mais je pense que la production est encore plus ratée que le film.
C'est ça en fait, j'ai l'impression qu'en fait toute l'histoire derrière la production de ce film a l'air d'être encore plus intéressante que le film en lui-même. Alors l'histoire du film en fait ça reprend l'arc c'est The Flash de Flashpoint qui est tellement en colère de pas pouvoir sauver son père qui est accusé faussement de meurtre que The Flash est un super-héros qui court très très vite et là il court tellement vite qu'il remonte le temps et du coup il tombe dans une faille spatio-temporelle et du coup il revient dans le passé, il essaye de sauver le monde et blablabla, ça rate, ça réussit, bref c'est un film de super-héros quoi. Donc oui, c'est. Moi, je sais que Guillaume était très en colère en sortant. Moi, moins, j'avoue. J'ai reconnu les envies du réalisateur de créer des choses qui, à mon sens, sont pas inintéressantes. Mais je crois que pour d'autres autour de cette table, ça n'a pas été concluant. Ah bah non, mais c'est comme si t'avais mis le personnage de The Flash bourré au sol et que tu sortais ton zizi et que tu faisais « Ah, regarde !» et je fais pipi dessus, quoi. Ok. Voilà. Non, mais après, je peux comprendre que sur l'histoire, que ça ait intéressé des personnes et tout. Mais je suis désolé, c'est pas du tout le personnage de The Flash, quoi. C'est ça qui m'énerve en fait. Ouais. C'est si t'as un personnage, essaye de même déjà dans le Avengers Justice League. Enfin, c'est un bouffon en fait, Ezra Miller. Donc. Ah bah oui. Déjà dans la vie de tout court, mais dans le film également. Donc. Non mais même dans la fonction de ses pouvoirs et tout. Après, je peux comprendre que tu peux pas respecter intégralement un personnage qui est créé dans un comics et tout, et que tu dois aussi pouvoir le réinventer pour qu'il puisse être adapté à un autre médium et tout. Je comprends le principe, mais là, te dire que l'histoire qu'ils ont pris de base est plus du tout la même parce que le Flashpoint, enfin, il y a plein de choses qui pour moi me semblent incohérentes par rapport au personnage, par rapport au pouvoir du personnage, par rapport à qui est le personnage. Et t'es là et tu vois le film et tu dis ah ouais, mais tu dis que t'aimes bien le personnage, mais pas vraiment en fait. Ils sont inspirés de la BD donc Flashpoint, mais ils ont absolument pas du tout suivi il y a rien qui est respecté. Mais il y a comme dans quasiment tous les films d'ici auparavant en fait, il y a vraiment une restructuration de chaque personnage à chaque fois pour refaçonner un peu leur légende, leur mythe derrière tout cela et forcément ça se casse la gueule. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, le film ne sait pas quoi faire, j'imagine, de tous les autres personnages, notamment d'un certain Batman, où on a l'impression qu'en fait, c'est plus façon jouet, parce que c'est un peu de la manutention, pour représenter cette... Non, mais il y a des concepts à garder, quand même. Moi, je trouve que le fait que, justement, il arrive dans un autre espace-temps et que cet espace-temps-là ne peut pas être sauvé... quelle que soit la façon dont il essaye de remonter le temps, je trouve que c'était bien. Ça, c'était intéressant, effectivement. Et là, tu te rends compte qu'il y a une nouvelle facette de l'univers des super-héros qui est ouverte, et c'est pas plus mal. Et puis Michael Keaton est sympa, il est bon dedans, mais c'est peut-être même le seul qui soit bon dedans et qui je pense, s'est amusé à faire le film dans le film. Mais c'est pas suffisant, quoi. Non, c'est absolument pas suffisant. Merci Guillaume. C'est à ton tour, Guillaume, également, parce que tu vas parler avec nous de Tyler Rake 2, le film de Sam Hargrave, où Tyler Rake de retour dans une nouvelle mission périlleuse, c'est-à-dire extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. Donc après l'Inde, la Géorgie. Mais oui, non, mais il est génial. Chris Hemsworth. En fait, ils ont rappelé, il y a Chris Hemsworth, il y a aussi Idris Elba qui est dedans. Il y a presque tout le. Alors il y a pas tout le casting. Golshifteh Farahani aussi. Golshifteh Farahani. Mais en vrai, c'est très très bas du front. C'est des trucs très. Oui, je fais ça parce que mon fils a eu un cancer et parce que je me rappelle de ma femme et que je viens sauver la sœur de ma femme. Et en vrai, l'histoire, elle est un peu bateau, mais je dois avouer que le film dure 2 heures et en fait, t'en prends plein la gueule pendant 2 heures. C'est 2 heures d'action. T'as des choses, des fois, tu comprends pas pourquoi ils font ça. Tu te demandes pourquoi. C'est ce que j'appellerais un film de frime, en fait. Clairement. Avec son plan séquence spectaculaire. D'ailleurs, on peut questionner la raison d'être de cette séquence, mais c'est pas grave, parce que finalement, c'est ce qu'il veut montrer. Il veut en montrer plein la gueule. Ah, et visuellement, t'en prends plein la gueule. Ça reste un certain plaisir coupable, mais forcément j'ai l'impression que l'objectif en fait de Tyler Rake 2 en fait c'est faire passer le premier pour un brouillon et en fait avec une structure quasi identique au premier d'ailleurs et là en fait on a certains points positifs de ce film comme le premier, donc c'est réalisé par Sam Hargrave qui était le coordinateur des cascades des frères Russo pour leur projet notamment Avengers et compagnie, mais pas que. C'est un point positif parce que c'est quand même mieux que ces deux tâcherons des frères Russo parce que ils sont persuadés d'être les rois du monde, notamment depuis Avengers Endgame, donc ils se présentent comme les apôtres du cinéma d'exploitation 2.0 et pourtant quand on voit avec le pathétique The Grey Man qu'ils ont fait, heureusement ils laissent la place à d'autres personnes pour réaliser des films.
Oui, c'est bien réalisé. Le film est bien réalisé. Hein. Tu passes pas un mauvais moment et ça annonce un troisième qui, je pense, va être du même acabit que le deuxième. Oui, que il va le être en mode premier. oh putain, Forger sauve des gens ou les autos ou mais je c'est sais ça. pas Mais dans en un autre fait, pays. c'est un peu un Taken mais avec Chris Hemsworth. C'est quoi. ça. Il a voilà, c'est Un Taken avec Chris avec un peu plus de violence, presque un peu à la John Wick quand il se Ouais, fight voilà, un peu avec les flingues. C'est Voilà. ça. Donc on est sur le cinéma d'exploitation à l'américaine, tout simplement. Pour terminer l'émission, Antoine, tu as vu donc, pour parler vite fait, mais je pense qu'on en parlera forcément à la rentrée, tu as vu donc le Mission Impossible en avant-première. Mission Impossible, le cinéma est de retour, Tom Cruise, Tom Cruise est de retour. Saint Tom Cruise. Et non, juste pour parler très vite, attention, il n'y a quasiment pas d'explosion dans ce film. Enfin, il y en a une à la fin pour dire, c'est un peu dommage même, c'est pas la plus réussie. Mais tout le reste, c'est que des cascades, un long questionnement autour de pourquoi tuons-nous ? Et c'est une au première final, partie en plus. Il y a très peu de morts, très peu d'explosions, tout est vrai, toutes les cascades sont vraies. Et on était content au cinéma, on se dit, Monsieur Tom Cruise qui nous donne à bouffer du cinéma, des vraies cascades, et pas de CGI. Enfin, il y en a évidemment, comme tous les films, mais très très peu. Très Franchement, peu. Il très limite peu. toujours, hein. C'est comme Top Gun, il en a limité autant au max. Il sort, il est encore en salle, donc faut absolument aller le voir. Il y a encore des avant-premières là, il y aura encore des avant-premières et il sort le 11 juillet, je crois, ou un truc comme ça, normalement. Le 12, ouais, c'est ça. 12 juillet, oui. C'est-à-dire ce jour même. Hein. Ce jour même, absolument. On n'enregistre pas du tout l'émission. Donc pour le coup, c'est un bon Tom Cruise. Si vous êtes amateur de films d'action, à la fois d'action, thriller, tout le sel de Mission Impossible est dedans. Évidemment, c'est pas sans ratage, mais franchement, ça vaut le coup. Allez-y, on en reparlera à la rentrée. Ça reste du très grand spectacle. Finalement, c'est un peu le mois de juin, en fait. On a eu le cinéma du spectacle, quoi. C'est ça. Ah, clairement. À travers tous ces films. D'ailleurs, je vous conseille quand même Farang de Xavier Jeans parce que matez-le, il est vraiment intéressant à voir. Le Master Gardener de Paul Schrader, c'est un peu le film qui est pas le film d'action absolu, mais je trouve qu'il est quand même très intéressant si vous êtes surtout un grand fan de la filmographie de ce cher Polo. Et puis allez voir The Flash. The Flash, voilà. N'est-ce pas, Guillaume ? Ouais, bien sûr, allez-y. Merci Antoine, merci Guillaume. Merci on se termine d'ailleurs avec la BO de The Flash. Ok, go, Visual to Pass. Et merci Pierre à la régie. On se retrouve à la rentrée parce que c'est l'heure des vacances et nous on va en profiter, n'est-ce pas, Antoine ? Ouais, n'est-ce on pas, va Guillaume ? bien en profiter. Sûr, voilà. Ciao tout le monde. Ciao. On revient très vite. RCN, www.rcn-radio.org